m'exprimer. Je vais être bref, je vais un petit peu écourter ma présentation parce que je vois que tout le monde est fatigué et je vais donner surtout l'essentiel. Bon, pourquoi l'hypertension? Je ne vais pas revenir. Parce qu'il y a une mortalité importante, parce qu'elle touche beaucoup de personnes et surtout au-delà de 60 ans, vous voyez que les 2/3 de la population sont hypertendus. Comme j'ai dit, je vais me baser sur ces recommandations de 2018 qui sont sorties tout récemment au niveau de l'European Society of Cardiology et l'hypertension artérielle. Bon, le diagnostic, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde sait, le diagnostic peut-être se fait systématiquement lors d'une embauche ou tout simplement avec des manifestations qui ne sont vraiment pas du tout spécifiques, des céphalées, des vertiges, ou carrément lors des complications. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre 2013 et 2016? C'est que déjà, les méthodes de mesure, actuellement, on ne se base plus simplement sur la mesure au cabinet médical pour poser le diagnostic de l'hypertension artérielle. Obligatoirement, il faut une automesure ou une MAPA dans certaines circonstances. Mais toujours, il y a toujours un mais, cette automesure, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui doit être fait dans, comment dirais-je, dans l'anarchie. Il y a des règles pour cette automesure. Et il ne faut pas que le patient, à chaque fois qu'il a mal à la tête, il va aller prendre la mesure. À chaque fois qu'il ne se sent pas bien et il a fait des vertiges, je vais aller prendre la mesure, etc. Non, ce n'est pas bon parce que ça va être une obsession finalement. Et à chaque fois, bon, tout le monde a des chiffres tensionnels élevés. Tout le monde, quand on est heureux, on crie, etc., on va élever notre chiffre tensionnel. Mais en général, elle baisse. Donc, ce qui est important, c'est cette charge tensionnelle. C'est pour ça qu'on demande de faire des automesures, mais dans certaines règles, et qu'on n'arrête pas de les dire, de les expliquer aux patients. C'est quoi ces règles? Il faut minimum 3 à 5 jours de mesure. Donc, ce n'est pas une seule journée. C'est-à-dire, parce que cette journée, je suis fatiguée, une autre journée, vraiment, j'avais fait beaucoup d'efforts, etc. Donc, en somme, en moyenne, entre 3 et 5 jours. Bon, on aime bien les 5 jours. Et puis, il faut que ça soit pris dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est au repos, bien entendu, sans avoir fumé, sans avoir pris beaucoup d'excitants, etc., avec des brassards adaptés. Et ça doit être fait le matin, au réveil, avant d'avoir pris le petit déjeuner, et le soir, avant de se coucher. Et c'est sur cet ensemble de mesures qu'on va se baser pour dire que le patient est hypertendu ou il n'est pas hypertendu. Pas une seule mesure. C'est la charge tensionnelle sur le cœur. Sur quoi on se base? Donc, vous voyez bien, sur les recommandations de 2018, ils insistent sur la MAPA et ou l'automesure. La MAPA n'a pas d'indication pour tous les patients. À l'indication, si on pense qu'il y a une HTA masquée, c'est-à-dire une HTA qui survient la nuit ou en dehors du cabinet médical, dans l'HTA où on pense qu'il y a une inversion du rythme nictéméral, notamment chez les patients qui ronflent, donc l'apnée du sommeil, chez certains patients qui sont enceintes. Donc, c'est vraiment dans des cas particuliers, pas chez tout le monde. Alors qu'avant, c'était la mesure chez le cabinet, on pouvait prendre le diagnostic. Actuellement, le diagnostic au cabinet n'est pas suffisant, il faut absolument une automesure. Bon, comment prendre les mesures, je ne vais pas m'attarder, donc tout le monde sait faire comment faire. Autre chose, donc, parmi les automesures, il y a ceux qui sont au niveau huméral et ceux qui sont radiales. Ce qu'il faut éviter, c'est les radiales, ça vous le savez. Donc, il ne faut pas prendre la radiale. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un petit vaisseau. Deuxième chose, on n'est pas toujours près du cœur. Et aussi, c'est très variable. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment proscrire ces MAPA, ces automesures au niveau radial. Alors, parmi les nouveautés, comme vous voyez ici, c'est on garde toujours les chiffres de 140-90. Ça, on est sûr, on est hypertendu. Maintenant, qu'est-ce qui est comme nouveauté? C'est qu'on descend à peu près à 130 et 85 pour parler d'hypertension, pas d'hypertension, mais de tension artérielle haute. Cette tension artérielle haute, est-ce qu'elle est importante? Oui. Pourquoi? Parce qu'on commence à traiter même ces tensions quand le risque cardiovasculaire est élevé. Ce n'est pas n'importe qui, bon, on peut trouver, mais quand le risque cardiovasculaire est élevé, je vais revenir tout à l'heure sur le risque cardiovasculaire. Donc, comment dépister et comment surveiller ces chiffres tensionnels? Vous voyez bien que les chiffres tensionnels, quand c'est inférieur à 120-80, on laisse le patient tranquille. 5 ans après, il revient nous voir. Quand les chiffres
arrive aux alentours de 130 et 85, là, on lui demande de revenir dans 3 ans. Maintenant, quand les chiffres tensionnels sont entre 130 et 140, là, effectivement, il faut absolument répéter les mesures et surtout l'automesure à domicile. À partir de 130, il faut aller faire les automesures. Maintenant, quand c'est 140-90, donc il faut confirmer toujours par l'automesure, donc les visites, et surtout, comme j'ai dit, par les mesures en dehors du cabinet. D'ailleurs, les Canadiens, ils ont mis des structures hospitalières que de la tension artérielle, où il y a des lits, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier. Bon, on leur explique, ils sont dans ces endroits, et il y a l'automesure, et sur il y a des tranches. Sur une certaine tranche, l'appareil mesure plusieurs fois, et puis après, on déduit sur l'ensemble des mesures que ce patient doit aller voir son médecin pour bien sûr, le calcul du risque cardiovasculaire traité, etc. Donc, c'est vraiment comme une usine qui actuellement, de plus en plus, on se dit, l'effet blouse blanche, le médecin, l'infirmier, etc., ça peut déranger. Donc, on fait ça, et c'est secondairement qu'ils sont adressés chez le médecin. Alors, le diagnostic, la même chose, l'interrogatoire, donc vous savez tous les facteurs de risque à chercher, l'examen clinique, la même chose, et surtout chercher les facteurs de risque cardiovasculaires. Bon, et un autre élément important, c'est savoir éliminer une HTA secondaire. Vous savez tous que l'hypertension artérielle primitive, c'est dans 95%. Donc, ça reste les 5%, surtout chez les sujets au-delà de 40 ans, qu'il faut explorer. Je dis bien au-delà de 40 ans, parce que moins, ça n'a rien à voir, c'est l'enfant. Il faut chercher dans 50% une étiologie. Mais au-delà de 40-45%, l'étiologie, on ne la cherche que si la tension artérielle est élevée chez un sujet jeune, moins de 30 ans, et encore plus quand il n'y a pas dans la famille des hypertendus, quand l'HTA est sévère d'emblée, donc d'emblée on a des chiffres élevés, ou quand elle s'aggrave rapidement, ou quand il y a une résistance au traitement. Et quelles sont les étiologies à chercher? Il y a l'HTA rénovasculaire et les endocrinopathies, notamment le phéochromocytome et les syndromes de Cushing ou l'hyperaldostéronisme primaire. C'est vrai qu'il y a l'apnée du sommeil qui devient de plus en plus fréquent, il faut y penser. Et dans les apnées du sommeil, oui, je vous recommande d'aller demander une MAPA, parce que la MAPA, c'est l'automesure pour voir la tension artérielle la nuit. Dans les apnées du sommeil. Bon, il y a certains médicaments tels que des toxines, des amphétamines, etc., qui peuvent augmenter la tension artérielle. Un bilan minimal, donc vous le savez tous, sans rentrer dans les détails. Actuellement, la glycémie, on ne la demande pas systématiquement, on préfère l'hémoglobine glyquée, ça vous le savez. La créatinine, surtout calculer le risque cardiovasculaire, le bilan lipidique, et la kaliémie, toujours demander 100 Garo, c'est très important. Souvent, on trouve des hyperkaliémies et on est orienté vers des étiologies qui n'ont pas de place, alors que tout simplement, la kaliémie n'a pas été faite correctement. Le bilan de retentissement, on ne le demande pas systématiquement, on ne le demande quand il y a que s'il y a une anomalie au niveau de l'ECG ou quand c'est pour la première fois et que le patient est d'un certain âge, on peut aller demander ces autres explorations. Alors, les facteurs influençants, les facteurs de risque, donc il y a plusieurs facteurs de risque. Même chose, je ne vais pas m'y attarder. Et comment estimer le risque cardiovasculaire? Là, c'est tout un tableau, je ne vais pas en parler. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les recommandations de 2013 et de 2018. Qu'est-ce qu'on remarque entre les deux tableaux? Ce qu'on remarque, c'est que vous voyez bien que les couleurs ont changé. C'est-à-dire le vert, ça veut dire que le risque est très faible. Alors ici, donc, il n'y a plus de risque très faible. Il y a déjà un risque modéré. Puis après, un risque moyen, un haut risque et un risque très élevé. Et cette case-là qui était blanche, elle ne l'est plus. Elle est aussi dans un risque faible. Donc, on commence à se dire pratiquement, on est tous à risque. Tous, sans exception. On est pratiquement tous, donc je ne dirais pas tous plus de 40 ans, mais la majorité, et que le risque, effectivement, on a tous un risque.
Maintenant, est-ce qu'on va traiter tous ces patients? Bien sûr que non. Il faut tenir compte de ces facteurs de risque que vous voyez, soit qu'il y a un, soit qu'il y a deux, soit qu'il y a une atteinte des organes cibles. S'il y a une atteinte des organes cibles, là, on ne réfléchit pas, effectivement, il faut aller traiter, et encore quand il y a une complication. Donc, vous voyez bien que les recommandations ont vraiment fait baisser trop ces chiffres tensionnels. Bien sûr, il faut les suivre, mais il faut rester quand même logique. Je vais revenir tout à l'heure sur le sujet âgé. Un sujet âgé qui fait de l'hypotension orthostatique, donc il a des chiffres tensionnels de 180, mais en même temps, il me fait une hypotension à 110. Est-ce que je vais lui donner un traitement qui va encore l'aggraver ou qui va encore lui faire une chute et on va se compliquer avec le problème de fracture du col, etc. Non, c'est pour ça que j'ai dit, je vous donne les chiffres, mais il faut rester toujours raisonnable et réfléchir. Donc, pourquoi on a diminué ces chiffres? Parce que, effectivement, ces études qui ont montré, vous voyez bien, plus on a des chiffres élevés, plus, effectivement, on a moins de cumulation de risque cardiovasculaire. Ce que vous voyez en vert en bas, donc c'est des chiffres, moins de 120, on a moins de risque cardiovasculaire. Entre 120 et 130, le risque cardiovasculaire augmente un peu plus. Et au-delà de 130, on a déjà des événements cardiovasculaires. C'est pour ces raisons, mais comme j'ai dit, c'est des études, c'est vrai, mais est-ce que c'est déjà notre population? Non, mais il faut tenir compte de notre contexte. Alors, le traitement. Le traitement aussi, il y a des changements. Quand il faut initier le traitement? Vous voyez bien que déjà, il y a un problème entre 2013 et 2016 et 2018. En 2013, vous voyez bien que c'était en rouge. Ne pas traiter quand les chiffres sont entre 130 et 139, 85, 90. Actuellement, les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut un traitement médicamenteux peut être envisagé si le risque cardiovasculaire est très élevé. D'accord? Donc, le risque cardiovasculaire est très élevé, diabétique, insuffisance rénale, quelqu'un qui a de retentissement. Donc, à partir de 130, on raisonne. Faut-il ou ne faut-il pas commencer le traitement? Là, les recommandations en 2018 disent oui, il faut démarrer, à la condition, bien sûr, que les risques soient élevés. Les seuils de traitement, donc là aussi, il y a un petit changement. Ils disent que le seuil de traitement peut être envisagé chez ces patients. Là, ils disent que le traitement médicamenteux est recommandé. Donc, à partir déjà de 130, on recommande un traitement antihypertenseur. Bon, bien sûr, ça c'est des études pour vous montrer sur quoi ils se sont basés. Blood pressure qui est sorti en 2018. Aussi, donc, la mesure de la tension artérielle antihypertenseur qui est sortie en 2017, c'est des recommandations pour ça. Quel seuil? Le seuil, maintenant, dans les recommandations. Qu'est-ce qui a changé? Bien sûr, en dehors du traitement médicamenteux, il y a le mode de vie. Le mode de vie, il doit être effectivement bien recommandé chez les patients au-delà de 65 ans et aussi même au-delà de 80 ans. Ça, je trouve que c'est logique. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les chiffres tensionnels et quand est-ce qu'il faut initier le traitement antihypertenseur. Vous voyez bien qu'à partir de 130, ils commencent déjà à discuter de démarrer le traitement. D'abord, l'hygiène de vie, vous voyez bien, tout le monde, il faut lui prescrire l'hygiène de vie. Maintenant, à partir de 130, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que considérer le traitement si le risque est élevé ou quand il y a une atteinte cardiovasculaire, notamment une coronaropathie. Donc là, quand il y a une coronaropathie associée, il faut essayer de diminuer le risque. C'est vrai que le risque est de B, mais quand même, c'est rentré dans les recommandations. Le grade 1, bien sûr, demandait démarrer un traitement et le traitement dépendra des facteurs de risque. Et le traitement, quand on le démarre, le patient il vient vous voir au bout d'une semaine pour vous dire la tension n'est pas descendue. Donc, ma patch tension. D'accord, je veux bien, mais il ne faut pas rapidement changer le traitement. Il faut donner le temps pour le traitement, minimum 1 mois. Les recommandations disent 3 mois, mais là, je vous demande, effectivement, 3 mois, c'est trop. Au moins, minimum 1 mois pour pouvoir changer le traitement. Mais je vais revenir sur le traitement. Donc là, quand le grade 2, donc immédiatement le traitement, et puis après, on revoit
dans 3 mois, et la même chose quand les chiffres sont élevés. Alors, quels sont les objectifs tensionnels? Les objectifs tensionnels, bien sûr, on garde 140 toujours, mais quand le risque cardiovasculaire est élevé, il faut descendre jusqu'au niveau de 120. Donc, chez les patients moins de 65 ans avec des risques élevés, on peut aller jusqu'à descendre à 120. Et ça, c'est dans l'étude SPRINT, et l'étude SPRINT qui a fait vraiment un changement dans toute la prise en charge de l'hypertension artérielle. Cependant, dans cette étude SPRINT, ce qu'on lui a reproché, c'est qu'effectivement, on ne prenait pas la tension artérielle en position debout. Donc, on ne faisait pas la part de ce qu'ils font les patients avec hypotension ou pas. Donc, il faut toujours, quand on prend la tension artérielle, la prendre aussi en position debout, 1 minute, 3 minutes après, et voir est-ce que la tension ne chute pas après cette position. Alors, est-ce que les sujets âgés, on a changé chez eux? Bon, ça, c'est toujours les sujets jeunes. On accepte jusqu'à 130. Maintenant, les objectifs tensionnels chez les sujets âgés, au-delà de 80 ans. Donc, là aussi, ils sont agressifs. Les recommandations sont très agressives. Je trouve que c'est vraiment énorme d'arriver jusqu'à 130 pour un sujet âgé. Donc, toujours, ayez le réflexe de chercher chez ces patients l'hypotension orthostatique et surtout, est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication. Sinon, oui, on peut arriver jusque-là avec une surveillance le plus stricte possible. Bon, là aussi, pour vous montrer un petit peu les articles sur quoi ils se sont basés. Et puis, bon, les objectifs tensionnels, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Voilà, donc sujet entre 18 et 65 ans, on veut aller jusqu'à 130, donc parfois même jusqu'à 120. Les sujets entre 65 ans et 80, donc on peut aller jusqu'à 130. Les sujets même au-delà de 80 ans, là, donc comme j'ai dit, les recommandations sont vraiment trop agressives. Ils arrivent jusqu'à 130, 140 à 130. Donc restons quand même vigilants sur ça. Alors, les mesures hygiéno-diététiques, ça n'a rien été changé, pratiquement la même chose. Il faut diminuer le sel, il faut faire du sport, il faut diminuer de la consommation d'alcool, augmenter la consommation de fruits et légumes, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? C'est le traitement. Au niveau du traitement, les nouveautés dans les recommandations 2018, on commence d'emblée par la bithérapie. Une monothérapie a des effets secondaires, surtout parce qu'on augmente les doses. Alors actuellement, les nouvelles recommandations 2018, la bithérapie d'emblée, bien entendu, à faible dose. Pourquoi? Parce que, effectivement, diminuer les effets secondaires et surtout un effet synergique. Donc, on donne d'emblée 2 médicaments. Voilà, donc ça sur les différents articles sur quoi ils se sont basés. Et initiation d'emblée de 2 médicaments. La question qui se pose, quel antihypertenseur donner? Vous savez, il y a tellement une panoplie de médicaments. Alors, il y a une bithérapie, qu'est-ce qu'il faut choisir? Voilà ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de prendre, il y a 2 grandes colonnes. Une colonne où il y a les IEC ou les ARA2, et une colonne où il y a les diurétiques ou les inhibiteurs calciques. Ce qu'on peut demander, on peut démarrer un de chaque colonne. Un IEC avec un diurétique, un IEC avec un inhibiteur calcique, ou ARA2 avec diurétique, ou ARA2 avec inhibiteur calcique. Donc, c'est la première étape. Maintenant, en cas de non-réponse, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, en général, si on change dans cette colonne, si on avait démarré, n'importe soit IEC, soit ARA2, mais on change là. Si on avait démarré avec IEC et diurétique, on ajoute un inhibiteur calcique. Si on avait démarré avec IEC ou ARA2 avec un inhibiteur calcique, on ajoute un diurétique. Donc, en général, on change sur la deuxième colonne. Jamais on associe IEC ARA2. Donc, jamais vous ne donnez diurétique et inhibiteur calcique. Non, je veux dire jamais n'associer IEC ARA2 avec une des 2 diurétiques ou inhibiteur calcique. C'est la deuxième étape. La troisième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter un des 3 antihypertenseurs, un des autres antihypertenseurs
soit bêta-bloquant, leur indication quand il y a un problème au niveau cardiaque, soit un agent central, surtout chez les femmes enceintes, soit un alpha-bloquant, etc. Donc un troisième antihypertenseur, et où des fois on ajoute de la spironolactone à la dernière étape. Voilà donc la stratégie thérapeutique de 2018. Donc, première chose, IUC ou ARA2 plus inhibiteur calcique ou diurétique. Deuxième étape, on change donc soit inhibiteur calcique diurétique avec un ARA2 ou avec un inhibiteur calcique. Troisième étape, là on ajoute le spironolactone ou, quand il y a l'indication, un bêta-bloquant ou un alpha-bloquant quand il y a l'indication. Donc, c'est ça ce qui est changé au niveau thérapeutique. Chez les coronariens, par contre, avant, je n'ai pas parlé des bêta-bloquants dans la première colonne. Chez les coronariens, les bêta-bloquants font partie de la première colonne. D'accord? Donc, IECORA2 plus bêta-bloquants ou inhibiteurs calciques. Vous savez bien que les inhibiteurs calciques sont aussi les anti-angineux. Et puis, on ajoute en fonction, comme on a fait tout à l'heure. Pour l'insuffisance rénale chronique, qu'est-ce qu'il y a? Là, on insiste sur les IEC ou les ARA2 avec les autres médicaments dont on avait parlé. Ce qu'on a ajouté dans l'insuffisance rénale chronique, c'est les diurétiques de Lens, donc on peut utiliser comme antihypertenseurs. Alors, vous savez bien qu'on ne les utilise pas dans les autres situations, sauf s'il y a une insuffisance rénale chronique avec une arrière-pensée de libérer le liquide. Dans l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Donc la même chose, on démarre par un double antihypertenseur, mais surtout, on associe les diurétiques et les bêta-bloquants. Avant, on disait qu'il ne faut pas associer les diurétiques et les bêta-bloquants parce que ça augmente la mortalité, mais en fait, dans l'insuffisance cardiaque, on associe et les diurétiques et les bêta-bloquants, plus les autres médicaments, surtout l'antialdostérone, qui aussi a donné des effets bénéfiques. En cas de FA, la même chose, on ajoute les bêta-bloquants qui font partie systématiquement maintenant dans la première étape, et puis on ajoute en fonction de la réponse du patient. Alors, je ne rentre pas dans les détails de l'HTA résistante, on parle d'HTA résistante, c'est que quand le patient est déjà sous 3 antihypertenseurs, dont le diurétique, et que la tension ne baisse pas au-delà de 3 mois. Ce n'est pas au bout d'un mois pour parler d'HTA résistante. Il faut un bon traitement, minimum 3 mois. D'accord? On peut parler d'HTA résistante dans ce cas. Effectivement, on peut ajouter de la spironolactone. Et en cas d'intolérance, on peut ajouter l'éplérénone. Les thiazidiques, on peut donner l'association thiazidique diurétique de Lens. Donc là aussi, ça a des indications. Deuxième chose qui a changé dans les recommandations, c'est la dénervation rénale. C'était vraiment à la mode. On disait qu'on peut très bien dénerver le système sympathique qui passe au niveau des artères rénales pour laisser augmenter le débit rénal et diminuer la tension artérielle. Ça n'a pas donné. Maintenant, vous voyez bien, ça a été dans l'orange, c'était encore dans les études, mais maintenant elle est dans le rouge. Donc elle n'a pas de place. La dénervation rénale maintenant est sortie des recommandations. Voilà donc ce que j'ai à vous dire. Donc comme j'ai dit, j'étais bref, j'ai donné l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté pour mesurer la pression artérielle? Donc diagnostic, c'est l'automesure, pas uniquement la mesure au niveau du cabinet. Le traitement, on est moins conservateur chez les sujets âgés, mais il faut rester vigilant et surtout tenir compte de l'hypotension orthostatique. Une stratégie de traitement combiné devenue systématique. Une bithérapie est systématiquement d'emblée. Nouvelle plage pour le seuil thérapeutique. Comme je dis, soyons quand même terre à terre. Détecter mauvais observance, c'est important parce que sinon le patient va arrêter son qui vous le disent. Et le rôle clé aussi, ça doit se faire pas uniquement par le médecin, mais par le personnel paramédical, les pharmaciens, et dans la prise en charge. Voilà.
Conclusion, donc les nouvelles recommandations prennent un traitement plus précoce, plus agressif, avec une bithérapie d'emblée sous forme d'un comprimé chez la plupart des patients hypertendus. Usage plus large de la mesure ambulatoire de la pression artérielle. La stratégie globale vise à améliorer le contrôle de la pression des patients traités pour l'HTA. Je vous remercie. Donc voilà, j'étais brève, donc je passe la parole tout de suite au professeur Benouna, qui est professeur assistant dans le service de cardiologie, qui va vous parler sur les urgences au niveau du syndrome coronaire aigu.